J'avais l'impression d'être un poids pour mon entourage. Et ça, c'était hyper difficile. Je cherchais à tout prix quelqu'un qui comprenne ce que je ressens. Parce qu'en fait, l'anxiété est on dit que c'est assez courant, mais finalement, il y a quand même pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le stress, mais l'anxiété, c'est quand même très, très différent. Et parler à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'ont pas vécu, c'est hyper difficile parce qu'elles te sortent ces phrases qui n'aident absolument pas. Et tu vois, c'est du arrête de penser, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête, tu as tout pour être heureuse. Et en fait, ça n'aide pas du tout. Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la boîte, le podcast où on parle santé mentale. Moi c'est Canel, votre hôte, et dans chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée par un trouble de santé mentale, une neuroatypie, ou ayant connu une épreuve de vie difficile. Il ou elle vient nous raconter son histoire, témoigner, sans phare et sans tabou. Car la santé mentale, ce sont les concernés qui en parlent le mieux, et il est temps de leur donner la parole. Aujourd'hui, je reçois Claire Mondret qui va nous raconter son histoire avec l'anxiété. L'anxiété, c'est la crainte d'un danger. C'est une émotion que l'on connaît tous. C'est une réponse normale face à une situation dangereuse ou inquiétante. En revanche, l'anxiété peut devenir problématique lorsqu'elle devient trop envahissante, trop intense et surtout lorsqu'elle surgit même en l'absence de danger réel ou potentiel. L'anxiété devient alors un trouble psychique qui perturbent le quotidien. On parle des troubles anxieux. Les troubles anxieux peuvent prendre plusieurs formes. Le trouble anxieux généralisé, ou TAG, qui se manifeste par une anxiété excessive, quasi permanente et non liée à une situation ou à un sujet précis. Le trouble panique, qui se manifeste par de nombreuses attaques de panique, aussi appelées crises d'angoisse, ou encore des phobies plus spécifiques, telles que l'anxiété sociale, l'agoraphobie, la peur de vomir, et bien d'autres. Les troubles anxieux constituent le type de trouble psychique le plus commun. On estime que 15 à 20% de la population sera touchée par un trouble anxieux à un moment ou à un autre de sa vie. Claire Mondret a 36 ans. Elle est créatrice de contenu sur Instagram. Elle a également un podcast dédié à l'entrepreneuriat et au bien-être. Aujourd'hui, elle vient témoigner sur l'anxiété. De ses premiers pas avec l'anxiété à l'adolescence, jusqu'à un gros épisode anxieux-dépressif suite au décès de ses parents, en passant par sa phobie de vomir, Claire retrace avec beaucoup de recul toute son histoire avec l'anxiété. Elle nous parle également de son parcours de soins et de tout ce qu'elle a pu mettre en place pour apprendre à mieux vivre avec son anxiété. Si vous souhaitez la suivre sur Instagram, vous trouverez le lien vers son compte en description de l'épisode. Ce podcast vous est présenté par Tookie, la première plateforme française de groupes de parole en ligne. Tookie vous permet de rejoindre un groupe de parole, en ligne et en tout anonymat, sur la problématique qui vous concerne, afin d'échanger avec des personnes qui vous comprennent car ils traversent les mêmes épreuves. N'hésitez pas à vous rendre sur le site wearetookie.com afin d'en savoir plus et à nous suivre sur Instagram où nous partageons tous les jours des informations et témoignages sur la santé mentale. Tous les liens sont en description de l'épisode. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte de Claire. Bonjour Claire, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour apporter ton témoignage sur le sujet de l'anxiété. Pour commencer, pourrais-tu te présenter brièvement ? Salut Canel, mais écoute, merci à toi. Je suis ravie de pouvoir aborder ces sujets avec toi parce que je trouve que c'est vraiment très très important. Chaque histoire est différente, chaque ressenti est différent et les témoignages permettent de ne pas se sentir seul et d'envoyer le plus souvent des messages positifs. Donc je suis contente. Merci pour ta confiance. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Claire Mondret sur les réseaux sociaux. Donc, je suis créatrice de contenu et j'ai également une émission de podcast qui s'appelle Slower Stories qui parle d'entrepreneuriat et de bien-être. Je suis actuellement, je vis à Toulouse. Je suis née à Perpignan, très attachée au sud. Ça va avec mon rythme de vie et ma passion pour le soleil. Et voilà, je suis passionnée de yoga et particulièrement de yoga nidra. Donc, je me suis formée et que je vais, alors enseigner c'est pas le mot, mais que je vais transmettre à partir de la rentrée.
justement pour aider les autres à se sentir mieux. C'est un outil qui, moi, m'aide beaucoup. Donc, je suis contente de pouvoir le transmettre. Et oui, je vais bientôt être maman. J'ai du mal à le réaliser, donc c'est un détail que j'ai oublié. Mais oui, je suis enceinte et c'est pour la fin de l'année. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je mettrai tous tes réseaux sociaux dans la description de l'épisode pour tous les gens qui voudraient en savoir plus et te suivre. Si tu viens témoigner aujourd'hui, c'est que tu es concerné par un trouble psychique les plus communs, l'anxiété. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire avec l'anxiété? Oui, alors je crois que je dirais que j'ai découvert l'anxiété sans savoir que ça s'appelait comme ça forcément. Au lycée, fin du lycée, en fait, moi, ça a commencé avec des crises de spasmophilie, mais sans raison, en fait, parce qu'au lycée, je me sentais pas, je savais pas ce que c'était, mais je me sentais pas anxieuse, en tout cas, mais c'était concomitant avec une période où ma maman est tombée malade. Donc, on a découvert qu'elle avait un cancer qui ne se guérit pas. Donc, en fait, on fait des chimios pour rallonger les années de vie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, donc je disais que j'ai commencé à faire des crises de spasmophilie. Et après, ça a développé de l'anxiété parce que j'avais peur que ça recommence, parce que ça vient sans prévenir, on peut plus respirer. Et c'est là que j'ai su comment ça s'appelait. C'est mon médecin généraliste à l'époque qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Et que ça venait pas forcément dans des périodes où on se sentait, ou en tout cas qu'on conscientisait qu'on était anxieux. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai vraiment rencontré l'anxiété quand je suis partie faire une saison d'été à Londres. Donc j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et en fait, le fait je l'ai compris après, mais de changer de territoire, tu vois, de changer vraiment, c'est un gros changement et ça a généré voilà, un trouble anxieux. Donc pareil, là pas de crise de spasmophilie, mais de la vraie terreur interne. C'était un sentiment qui m'a pris d'un coup dès que j'ai atterri à Londres et qui m'a plus quittée. Et à ce moment-là, ça a fini par s'apaiser, tu vois, en prenant du temps seul, en visitant Londres seule, parce que à ce moment-là, je suis partie avec mon compagnon de l'époque et il travaillait la nuit, donc dormait le jour. Donc j'ai visité Londres toute seule et finalement, ça a été très bénéfique pour mon anxiété. Mais voilà, ça a été des débuts où quand moi, en plus, je fais ces troubles anxieux très forts, je n'arrive plus à manger parce que j'ai un nœud dans la gorge. Donc c'est pas que j'ai plus faim, mais c'est que je n'arrive pas à manger. Ce sentiment de terreur, les intestins complètement détraqués. Pas glamour, mais c'est le cas. Et voilà, une sorte de détachement. Tu vois, l'impression qu'on est un peu spectateur de son quotidien. On fait un peu les choses en mode robot. Mais pour autant, j'ai jamais été. Je reste dans l'action. Tu vois, je reste pas dans mon lit quand je suis anxieuse. Mais voilà, c'était tous ces petits symptômes là. Et là, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. J'étais loin de chez moi, loin de chez mes parents, et j'essayais d'expliquer à mes parents ce qui m'arrivait. Ils avaient un peu du mal à comprendre, même si pourtant ma mère était de nature anxieuse. Mais peut-être n'a-t-elle jamais vécu à ce moment-là un trouble anxieux comme ça. Et voilà. En tout cas, c'est mes premiers pas dans l'anxiété. Et effectivement, je me suis sentie quand même bien mieux quand je suis rentrée en France. Et ça me l'a refait à chaque voyage. Et là, j'ai compris que j'avais vraiment un problème avec des grosses sorties de zone de confort. Suite à ces épisodes d'anxiété chaque fois que je voyageais, il y a eu aussi le décès donc de ma maman, qui a été très difficile parce que ma mère était malade, mais en fait elle s'est suicidée. Elle a fait une rechute de dépression en fait quand elle a rechuté de son cancer. Donc elle a fait quand même plusieurs dépressions dans sa vie. Donc je sais qu'il y a quand même un terrain héréditaire. Et donc ce décès-là, moi je venais de rencontrer quelqu'un avec qui je resterai longtemps, qui m'a quand même bien aidé à surmonter ça. Donc il n'y a pas eu d'épisode anxieux suite à ce décès-là du tout. Par contre, 3 ans et demi après, j'ai perdu mon papa et là le deuil ne s'est pas fait correctement du tout. Je suis restée un peu bloquée dans la phase de la colère. Et en fait, c'était les signes précurseurs d'un trouble anxieux dépressif qui allait s'installer considérablement. Donc ce trouble anxieux, il a commencé d'une manière. En fait, c'était pas une période trop négative. Moi, j'étais au chômage depuis 6 mois, donc assez désociabilisée dans un sens quand même. Donc ça a joué, je pense, tu vois, entre le deuil, la désociabilisation liée au chômage et en fait, j'avais fait des candidatures spontanées.
on m'appelle pour me dire que je suis pris pour un travail pour lequel j'ai candidaté. Et là, c'est pareil. Ça a déclenché une terreur interne, alors que c'était quelque chose de positif, tout comme les voyages d'ailleurs. Hein, ça, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite, c'est que l'anxiété ne se déclenche pas forcément que pour des événements négatifs. Et en fait, ce sentiment de terreur, une fois de plus, ne m'a plus quitté du tout. C'était du matin au soir, pas de répit. Et j'étais déjà à l'époque, donc ça c'était en 2015, j'étais déjà pro nature et du coup j'ai essayé de prendre des plantes, j'ai vu un psy, enfin j'ai revu mon psychiatre, pardon, que j'ai vu dès le décès de ma maman et après par intermittence, hein, je l'ai pas vu pendant plusieurs années. Mais là j'ai revu un psy qui, lui, rapidement compris mon état et ma détresse et a quand même commencé à suggérer la prise de médicaments et pour moi c'était non seulement c'était l'horreur absolue, mais en plus ça me renvoyait à ma mère et je me disais mais non mais je peux pas à l'âge que j'ai être comme ma mère déjà c'est pas possible et prendre un traitement et ça me terrorisait. Et du coup j'ai tenu pendant un mois. Pareil avec de l'homéopathie. Bon, je suis vraiment pro nature, mais quand on arrive à un certain niveau, autant te dire que l'homéopathie, c'est comme boire de l'eau. Ce qui m'a donné le déclic chez moi, c'est que j'ai commencé à avoir peur d'avoir des pulsions suicidaires. Donc je n'avais pas des envies suicidaires, j'avais peur d'avoir des envies suicidaires. Donc c'est quand même une nuance qui est importante. Donc je vivais à l'époque dans un appartement au 3e étage et je me disais, bah imagine, il te prend l'envie de sauter par le balcon. Et là je me suis dit, ok Claire, ça va pas du tout. Il te faut de l'aide, il te faut plus d'aide. Donc j'ai rappelé mon psychiatre et je lui ai dit que j'avais perdu un peu le goût des choses et notamment le goût de me nourrir. Alors je me nourrissais, mais plus rien n'avait de saveur en fait. Même mes passions, je suis quelqu'un de très passionné, j'avais vraiment perdu le goût de tout. Et là, il m'a pris en urgence et il m'a dit qu'il fallait commencer un traitement. Et là, clairement, je me suis dit que c'était indispensable. Et en fait, il m'a vraiment expliqué comment marchait la chimie du cerveau. Donc ça m'a vraiment aidé à déculpabiliser aussi, de me dire que ok, c'était chimique, en fait, que c'était quelque chose de bien réel et que les médicaments allaient permettre de rééquilibrer tout ça et d'être une béquille pour pouvoir faire tout le travail que j'allais faire par la suite pour aller mieux. Et, euh, et c'est une vision qui m'a beaucoup aidée et donc on a commencé le traitement et là j'ai vite alors j'ai commencé par des anxiolytiques pendant un mois et j'étais pas fan. En fait ça allait mieux du côté de l'anxiété mais pas du tout du côté un peu dépressif qui s'était installé, donc je reprenais pas le goût des choses pour autant. Et du coup, quand je suis retournée voir mon psychiatre, parce que je le voyais quand même régulièrement, il m'a dit, mais je le savais, mais vous étiez contre les antidépresseurs et c'est ce qui vous correspondait le mieux parce que ça agit et sur l'anxiété et sur la dépression. Et là, en fait, il m'a sevré de l'anxiolytique donc je continue à prendre un peu d'anxiolytique et en même temps un antidépresseur. Et j'ai vu nettement la différence. Je suis pas contre les anxiolytiques parce que ça permet d'agir en urgence. Mais l'antidépresseur, c'est vraiment... Enfin, moi, à cette époque-là, ça m'a énormément aidé. Et c'était très doux, en fait. J'ai même pas vu Contrairement à l'anxiolytique qui t'assomme, en fait, qui te rend un peu, tu vois... c'est un calmant, clairement. Là, c'était tout naturel. C'est comme si les choses reprenaient leur place dans ma tête petit à petit, quoi. Et que j'y voyais de plus en plus clair. Donc, j'étais pas sur la planète bisounours, hein, comme on peut des fois. Tu sais, c'est un cliché. Non, tu continues à avoir des émotions qui peuvent être négatives, mais vraiment, ouais, c'est comme si ça serait équilibré. Moi, j'ai trouvé ça très naturel, en fait, dans la manière d'agir, hein, bien sûr, parce que c'est pas naturel. Mais à cette époque-là, je considère que ça m'a sauvé la vie, clairement. Et ça t'a permis de sortir de ce grand épisode d'anxiété et de dépression? Ouais, au bout de 2 mois, tu vois, enfin, pas 2 mois de prise, hein, mais au bout de 2 mois depuis le début du trouble anxieux-dépressif, j'allais déjà beaucoup mieux. Et là, j'ai commencé à faire du yoga. Donc c'était ouais ça en 2015. J'ai commencé à faire du yoga, continuer à voir le psychiatre, à beaucoup lire sur l'anxiété, alors j'aime pas le terme maintenant parce qu'il est un peu galvaudé, mais tout ce qui était livre de développement personnel parce que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé et surtout passer énormément de temps toute seule et dans la nature. Et ça, c'est vraiment une ressource pour moi qui est indispensable. Et avec un peu tout ça, vraiment, j'ai remonté la pâte. En 6 mois, j'allais déjà
beaucoup, beaucoup mieux. Et au bout d'un an, j'ai arrêté les antidépresseurs. Mais j'ai très bien vécu tout ça. Je trouve que j'ai vraiment été très, très bien accompagnée. Ça, c'est indispensable. Quand on n'a pas les outils pour aller bien, ce qui était mon cas à ce moment-là, je me connaissais pas et j'avais pas commencé le yoga et je faisais pas tout ce que je fais depuis quelques années maintenant. Mais du coup, c'est indispensable, vraiment. Ne serait-ce que pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait chez toi en ce moment, comment ça fonctionne et comprendre aussi que c'est réel, que t'es pas folle, que c'est un trouble qui est scientifique et Ok, merci beaucoup pour ce résumé. On va revenir en détail un petit peu sur plein de points qui me semblent très intéressants. Est-ce qu'on peut revenir sur les tout débuts? Comment donc ton anxiété est apparue? Tu parles de crise de spasmophilie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Comment ça se passait à ce moment-là? C'était comment une de ces crises? alors, j'en ai pas fait beaucoup, honnêtement. J'ai dû en faire deux, trois, tu vois, et ça vient d'un coup à un moment où je suis relâchée. En plus, pas un moment où je suis en train de faire quelque chose qui va générer des tensions en moi. Mais voilà, je commence à avoir un pic dans la gorge, comme si la gorge me grattait. Je commence à un peu tousser, et là, je peux plus du tout respirer. Et la première, ben, moi, je me suis dit que j'allais mourir. En plus, j'étais toute seule chez moi, en fait, en pleine nuit. Je me suis réveillée en faisant cette crise-là. Et j'étais toute seule à ce moment-là et je me suis dit, bah, je vais mourir. Clairement, je vais mourir. Et en fait, j'ai fini par me calmer parce que, et tout allait très bien. Et quand les deux autres sont arrivés, donc une fois dans un amphithéâtre et une fois, je crois que c'était en prenant le bus, là, j'ai su et j'ai réussi, tu vois, à me calmer toute seule, mais c'est vraiment très impressionnant hein, les premières fois. Pourquoi je n'en ai plus jamais refait, je sais pas. Je saurais pas l'expliquer. Peut-être que c'était une manière pour mon corps de s'exprimer à ce moment-là et de lancer les premiers signaux d'alerte. Voilà. Mais en tout cas, déjà, ne serait-ce que quand mon médecin généraliste m'a expliqué ce que c'était et pourquoi ça se manifestait, j'ai voilà dédramatisé. Et je trouve que c'est tellement important de comprendre comment fonctionnent les choses pour un peu mieux les accepter. Crise de spasmophilie, c'est similaire à une attaque de panique ou à crise d'angoisse ou c'est un petit peu différent? Non, parce que dans mon cerveau, il se passait rien. Hein. C'est vraiment purement physique. Juste, tu peux plus respirer et du coup, tu paniques. Mais c'est pas, j'ai pas de souvenir de pensée anxieuse hein, du tout, hein, vraiment pas. C'est uniquement physique. Mais par contre, c'est un symptôme de l'anxiété. Ouais. Et avant ce premier épisode de troubles anxieux, est-ce que tu étais déjà une personne anxieuse? Est-ce que tu étais une enfant, une adolescente anxieuse ou vraiment ça t'est tombé dessus à ce moment-là? Écoute, j'ai plus mes parents pour leur poser la question, mais je sais que déjà petite, tu vois, je faisais des crises d'angoisse quand on est en âge de conscientiser qu'on va mourir. Tu sais, je crois que c'est entre 7 et 10 ans. Et mais oui, j'ai oublié un détail très important. En fait, c'est pas ça. Mes premiers pas avec l'anxiété, c'est ma phobie de vomir qui a commencé, je dirais, vers l'âge de 10 ans. Suite à tu vois, un peu, ça a été les crises d'angoisse autour de la mort. Et après, il y a cette phobie qui s'est installée et qui est plus jamais partie. Mm. Et donc ça, je l'ai gardé. Si tu veux, j'ai été collégienne, lycéenne avec cette phobie-là. Donc c'est vrai que j'articule. Finalement, j'avais des petits réflexes de vie qui permettaient de déjouer cette phobie-là. Je n'ai jamais bu le verre de trop. Je ne faisais pas ce qui pouvait me faire vomir. Voilà. Tu avais mis en place toute une stratégie d'évitement de tout ce qui pouvait te mettre à risque. Ah ouais. Et qui s'est renforcé toutes ces années jusqu'à ce que je commence un peu à travailler dessus. Mais il y a très peu de temps parce que pour moi c'était la peur ultime en dessous de celle de mourir et l'affronter c'était impensable. Mais moi j'ai fait 2 fausses couches avant de tomber, enfin, d'avoir cette grossesse là et la deuxième fausse couche en fait ça a duré quand même une bonne semaine et en fait là à ce moment-là je m'étais dit ok t'es vraiment enceinte et là j'ai fait une attaque de panique pour entre autres la phobie de vomir et puis après c'est parti hyper loin comme on peut aller très loin dans les pensées quand on a une attaque de panique mais voilà mais ça m'a permis vraiment j'ai travaillé dessus et là quand je suis retombée enceinte j'étais hyper
hyper sereine et je me suis dit, bah, tu vas tout affronter et ça va le faire. Mais c'est du travail sur soi, quoi. De cette fausse couche qui t'a envoyé en attaque de panique à aujourd'hui cette grossesse plutôt sereine, pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Parce qu'à ce moment-là, je crois que j'avais pas réalisé que je voulais, à quel point je voulais être enceinte. Et du coup, quand c'est devenu réaliste, je me suis concentrée vraiment sur uniquement les aspects négatifs auxquels j'avais bien sûr pensé un peu avant, hein, mais là, je me suis dit, ok, t'y es quoi. Tu peux plus revenir en arrière. Et c'est ce sentiment-là qui m'a fait totalement paniquer. Et du coup, j'ai vu ma psy, donc avant même de faire la fausse couche, hein, quand cette attaque de panique a commencé, parce que bon, c'est toujours le même problème, c'est qu'on peut plus manger, on est vraiment terrorisé, tu dors pas. Et je me suis dit, à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pensé que c'était moi qui avais créé la fausse couche. Je crois pas que ce soit le cas, parce qu'il y a des grossesses qui se déroulent dans des conditions qui sont absolument terribles. Mais je pense que c'était pas le moment pour moi, clairement. Et en fait, c'est difficile, mais j'en tire du positif parce que ça a été un déclic pour moi de me dire, en fait, quand j'ai fait cette fausse couche-là, j'étais vraiment très triste et je me suis dit, ok, en fait, je voulais vraiment ça. Et c'était un entraînement. Je l'ai vu comme un entraînement et j'en ai discuté, on s'est vu quelques fois avec ma psy. Et elle m'a dit, mais c'est génial comme façon de le voir. Effectivement, c'était un entraînement. Ça t'a permis de conscientiser que tu avais vraiment envie d'être enceinte et qu'en fait, tes peurs, tu allais les surmonter. Et puis revenir toujours au concret, je le connais par cœur, le fonctionnement de l'anxiété, mais des fois on se fait avoir. On se fait avoir parce qu'elle est très très douée pour nous faire croire des choses. Et là, je me ramène à chaque fois parce que j'aurai de nouvelles phases de peur avant la fin de ma grossesse, j'en suis certaine, parce que je fonctionne comme ça et parce que l'anxiété fonctionne comme ça. Mais désormais, j'arrive à ne pas monter jusqu'à l'attaque de panique, tu vois. Je reviens sans cesse dans le concret en me disant, ok, ça c'est pas moi, c'est mon anxiété. Et en fait, elle a tort, ça va bien se passer parce que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant et que j'ai surmonté mon anxiété toute ma vie. Donc il n'y a pas de raison pour que ça continue pas. Donc voilà, ça a été un super déclic. Et pour revenir à la phobie de vomir, c'est un travail que j'avais entamé justement quand j'étais en projet de grossesse. Et le but, c'était de s'exposer, donc c'est-à-dire de déconstruire tous ces mécanismes que j'ai de protection et d'évitement que j'avais mis en place toutes ces années et qui sont 30, je vais faire 36 ans, autant te dire que ça fait des années que je renforce le truc. Et voilà, c'était des petites choses, mais petit à petit, tu vois, pour te donner un exemple les phobies me semblent ridicules de l'extérieur, mais c'est comme ça. Je sortais jamais sans Vogalène. Et elle a réussi à me faire sortir petit à petit sans mon Vogalène, parce que j'étais capable de me mettre en retard pour avoir ce cachet qui me rassure. En plus, hein, je suis pas droguée au Vogalène, je le prends pas, tu vois, comme on mange des Smarties, mais le fait de l'avoir, c'était mon petit, ça me rassurait quoi. Et voilà, c'est de déconstruire tout ça, le lavage de mains, tu vois, qui est systématique avant de faire quoi que ce soit. Tout ça petit à petit, alors sans oublier les règles d'hygiène élémentaire évidemment, mais le but c'était, tu vois, de déconstruire tout ça. Et donc on a dû arrêter parce qu'à la grossesse, bon, s'exposer à ce genre de choses, c'est quand même un peu risqué. Mais ça m'a permis quand même le petit travail que j'avais fait en amont d'aborder la grossesse en me disant, ok, il existe des solutions. Tu vois, j'avais mis un plan d'attaque en fait. Quand je suis tombée enceinte, que j'ai vu ma gynécologue, je me suis dit bon ben voilà, j'ai la phobie de vomir. C'est quelque chose qui me panique beaucoup. Je veux pas me générer de l'anxiété pour cette grossesse. Du coup, qu'est-ce qui est possible de faire qu'est-ce qui est possible de prendre pour apaiser ces nausées-là? Et donc, elle m'avait fait une ordonnance avec 3 cachets différents qui étaient approuvés hein, pour la grossesse. Et en fait, je me sentais armée. Et rien que ça m'a permis de désamorcer la peur et de me dire, oh bah ok, en fait, t'as des solutions. Et dernier recours, tu prendras ces médicaments. Et j'ai eu des nausées et au final, j'ai rien pris. Tu vois, j'ai jamais rien pris. C'est resté à l'état de nausée. J'ai fait comme je fais d'habitude. J'ai contrôlé en respirant. Mais je savais qu'il y avait ces cachets. Ils étaient chez moi et que je pouvais y faire appel. Et ça, je trouve que c'est une grande évolution pour moi. Et je me dis que ben, voilà, en travaillant dessus petit à petit, je vais réussir à déconstruire pas mal de choses. Les phobies, bien sûr, comme tu dis, c'est pas ridicule. En tout cas, c'est jamais rationnel, ça c'est sûr. On le sait, c'est le principe de la phobie. Est-ce qu'avec le recul, tu sais pourquoi elle s'est installée quand tu avais une dizaine d'années? Est-ce que tu as une idée?
Ah oui, c'est en faisant un travail pareil avec la psychologue. En fait, on a vraiment fait toute une frise de vie et les événements marquants. Et en fait, moi, ma maman est tombée enceinte, donc j'avais 9 ans, tu vois, quelque chose comme ça, 8 ans. Et en fait, ma mère a été très très malade. Donc elle a énormément vomi toute sa grossesse. Et j'ai souvenir, tu vois, de bruits vraiment où elle exprime de la souffrance. Et je l'ai associé, en fait, j'ai associé le fait de vomir à la souffrance, à la mort. Et voilà, et ça s'est ancré comme ça, en fait. Ok. On va revenir maintenant sur ton gros épisode de troubles anxieux associé à une dépression. J'aimerais comprendre comment se passait une journée type dans ta vie à ce moment-là. À quoi ça ressemblait très concrètement? Les émotions étaient intérieures, hein. Donc les gens qui me connaissent très bien voyaient dans mon regard que ça n'allait pas. Mais j'ai toujours eu du mal à moi extérioriser quand je fais des attaques de panique ou quand je suis anxieuse comme ça. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Et ce qui n'arrange pas le problème, clairement. Parce que pareil, c'est des choses que j'ai appris en travaillant sur moi, c'est que le peu de fois que je réussis à pleurer, ça désamorce, on descend en pourcentage de niveau d'anxiété. Et du coup, c'est cette impression en fait d'être avoir l'impression que j'étais un peu spectatrice pardon de ma vie, un peu en pilotage automatique. Donc je faisais quand même, hein, je faisais tout ce qu'on doit faire. J'ai fait un déménagement dans cet état. J'ai commencé quand même mon nouveau boulot un peu dans cet état. Mais voilà, avec tous ces sentiments intérieurs. Mais sinon, non, j'avais une vie relativement normale, si ce n'est que, par contre, effectivement, tout ce qui est transport en commun, j'étais pas à l'aise. Je voyais pas énormément mes amis à ce moment-là parce que j'avais pas forcément envie de sortir, voilà. Mais sinon, j'arrivais quand même un peu à faire des choses du quotidien. C'est juste que j'avais perdu le goût de tout, quoi. Quand tu mentionnes ces sentiments intérieurs que tu avais à l'époque, c'était quoi exactement? Tu peux nous en dire plus? Mm. Ben, ce sentiment de terreur, t'es terrorisé. Tu sais pas pourquoi, mais t'as peur. T'as extrêmement, extrêmement peur. Moi, la peur de devenir folle, vraiment, et la peur d'être internée, et la peur que ça ne passe pas, en fait, parce que vraiment, l'anxiété est douée pour ça, t'as l'impression que ça passera jamais, en fait. Et à ce moment-là, je la connaissais pas, et je me suis dit, mais tu vas rester dans cet état-là jusqu'à mourir, en fait, et c'est terrible. Et voilà, c'était tout ça, et l'envie de redevenir normale, hein, parce que t'es pas toi-même, clairement, donc Et au-delà des moments d'attaque, de panique ou de spasmophilie, tu avais aussi des symptômes physiques pendant cet épisode anxio-dépressif? oui, j'avais des maux d'estomac, des nausées. Les intestins vraiment en vrac et le nœud dans la gorge qui m'empêchait de manger. Et après, oui, transpiration des mains, tu sais, t'as vraiment les mains très chaudes et qui du coup sont moites. Je crois que j'ai fait... Ah oui, si, presque des vertiges et des petits tremblements parfois. Est-ce que tu avais un sujet avec le sommeil, l'insomnie, la fatigue? Oui, j'étais épuisée, j'avais aucun problème pour m'endormir parce que ça, c'est éreintant de lutter contre l'anxiété. Mais je me réveillais, tu vois, tous les jours à la même heure. Quelque chose comme 3 4 heures du matin, je me souviens plus, mais je me réveillais cette heure-là et je finissais par me rendormir pareil d'épuisement et le désespoir de se réveiller de nouveau terrorisé comme tu t'es endormi la veille, quoi. Et ça, c'était hyper difficile de voir que ça n'a pas disparu. Tu sais, tu te réveilles avec l'espoir, tu te dis c'est bon, demain c'est fini. Mmh. Mais non, t'es toujours dans cet état-là. Donc ça, c'était avant le traitement, bien sûr. Donc on a parlé de ce que tu ressentais au moment de ce trouble, de toute la peur, la terreur interne, les différentes peurs. J'aimerais aussi comprendre qu'est-ce que tu pensais de toi à ce moment-là? Quelle était l'image que tu avais de toi? Et je me détestais d'être comme ça et je culpabilisais énormément, en fait, d'être un poids. J'avais l'impression d'être un poids pour mon entourage. Et ça, c'était hyper difficile. Et il y a quelque chose que j'ai d'ailleurs oublié de te dire, ce qui était hyper difficile à ce moment-là, c'est que je cherchais à tout prix quelqu'un qui comprenne ce que je ressens. Parce qu'en fait, l'anxiété est on dit que c'est assez courant, mais finalement, il y a quand même pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le stress, mais l'anxiété, c'est quand même très, très différent. Et parler à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui ne l'ont pas vécu, c'est hyper difficile parce qu'elles te sortent ces phrases qui n'aident absolument pas et où il n'y a aucune mauvaise intention, mais tu vois, c'est du arrête de penser, je comprends pas pourquoi tu te prends la tête, tu as tout pour être heureuse, et en fait, ça n'aide pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un copain qui avait vécu
un trouble anxieux pour pour des raisons très différentes, mais je savais qu'il me comprenait et ça c'était hyper important pour moi. Donc voilà, en tout cas cette importance d'être compris, vraiment c'est dans ce que tu ressens. On reviendra plus en détail de comment tu t'es rétabli de ce premier trouble anxieux et dépression. Mais quand on préparait le podcast, tu m'as aussi dit que tu avais eu 2 rechutes, 2 troubles, cette fois plus courts et vraiment focus sur Ouais, l'anxiété. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es retombée dans l'anxiété à ces 2 moments-là? oui. Alors le premier, j'étais à Toulouse depuis quelque temps déjà quand même. J'étais très heureuse dans cette nouvelle vie. J'avais associé, en fait, comme j'ai vécu plusieurs décès et aussi le divorce de mon ex, avec mon ex-mari qui a été très difficile, je me suis dit, le bonheur, il dure pas, en fait. J'étais tellement heureuse dans cette nouvelle vie que je me suis dit, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'une blogueuse que j'aimais beaucoup avait un cancer du sein. Et ça m'a terrorisée. Et j'ai fait une fixette là-dessus et j'ai commencé à développer une sorte de cancérophobie. Alors j'étais pas, j'ai plus le mot, pardon, tu sais, quand on a peur d'être malade au moindre symptôme, c'était pas ça, c'était vraiment focus sur le cancer du sein. Quand j'y repense, j'ai fait, je sais pas combien d'échos, j'avais honte d'aller chez le médecin parce qu'évidemment j'allais chez le médecin souvent, comme le font les hypocondriaques. Et à chaque fois j'avais peur, hein. À chaque fois j'étais persuadée que cette fois-ci c'est sûr, on allait me trouver quelque chose. Donc voilà, ça a été une période pas très évidente parce que je m'en suis voulu de me gâcher ces moments-là. Tout ça parce que je m'étais mis en tête que mon bonheur il durerait pas. Et après, j'ai fait un trouble anxieux aussi qui a duré 3-4 jours, tu vois, quand je suis partie à Los Angeles en septembre dernier. Mais voilà, j'ai accepté. En fait, c'est important ça aussi d'accepter qu'il y a des moments, l'anxiété va dépasser un certain seuil. Ce seuil-là où tu peux plus t'aider avec tes outils internes et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est pas un retour en arrière, c'est pas un échec. Et c'est hyper important de le comprendre. Voilà, ça a été le dernier épisode un peu fort. Mais voilà, j'ai pas repris. Donc depuis 2015, j'ai jamais repris de traitement parce que durant toutes ces années, j'ai installé le yoga, la respiration, compris comment fonctionnait mon anxiété. Donc voilà, à chaque fois, je fais un petit rajustement quand même quand ça va. Je sens que j'ai un peu du mal à redescendre toute seule. Je revois ma psychologue. J'ai pas besoin de l'avoir longtemps, mais ça me remet, tu sais, les idées en place. Et ça me permet voilà, d'y voir à nouveau un petit peu plus clairement et de surmonter ça. Au final, c'est un trouble qui t'accompagne dans ta vie, dont tu es rétabli la plupart du temps et parfois, comme tout processus de rétablissement en santé mentale, c'est pas linéaire et tu peux avoir un peu des rechutes qui ne sont pas des retours en arrière puisque tu es toujours sur ton processus de rétablissement. Ben, je vois que les crises, tu vois, elles durent beaucoup moins longtemps. S'il n'y a pas tous ces facteurs, tu vois, par exemple, pendant le voyage, c'était trop. Le manque, t'es fatigué, hormonalement, ça va pas, c'était trop. Mais en temps normal, tu vois, je te dis, j'ai plus jamais repris de cachet. J'arrive avec mes outils à moi à redescendre en niveau d'anxiété et après, et ça, c'est une évolution énorme. Et en fait, c'est important, ce qui est très dur par mon parcours de vie que je n'arrivais pas à faire et que j'essaie de faire petit à petit, de plus en plus, c'est de regarder en arrière. Et comme je te le disais au tout début de l'épisode, en fait, j'ai tout surmonté. À chaque fois, l'anxiété ne m'a pas tuée, quoi. Alors, elle est dangereuse hein, pour des personnes qui sont pas prises en charge et qui n'ont pas d'outils, qui sont pas accompagnées. Mais voilà, j'ai survécu à chaque fois et je sais, après chaque crise, j'apprends toujours en fait. Et c'est en ça que presque, je n'aime pas, je peux pas dire que j'aime mon anxiété parce que ce serait faux. Mais ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle a fait la personne que je suis aujourd'hui et que je me connais mais tellement bien grâce à elle. Je sais comment elle fonctionne et comme je te disais, des fois, elle est fourbe, je me suis fait avoir, mais je me fais avoir de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps et ça, c'est une victoire, vraiment. Et est-ce que maintenant, tu arrives à identifier des facteurs qui tu sens que le seuil monte, si tu peux, disons, corriger avant que ça ne monte trop? Oui, ouais, ouais, totalement. Et dans ces cas-là, ouais, j'agis de suite. Moi, j'ai vraiment un quotidien qui est hyper ritualisé sur mes pratiques bien-être. C'est indispensable pour moi. Et donc ça, rien que ça me permet de me maintenir vraiment bien. Mais quand je vois que vraiment ça commence à monter, l'anxiété commence à monter pas mal,
je réduis ce qui va pouvoir être un facteur d'augmentation de l'anxiété, donc à savoir le café, les écrans. Les écrans, c'est hyper anxiogène pour moi. Alors anxiogène pas parce que je me compare ni quoi que ce soit, juste le fait de scroller, d'être sur un écran est anxiogène. Donc je réduis ça et je vais marcher et me reconnecter avec la nature. Et c'est me retrouver seule, c'est en fait la chose qui m'a aidé le plus, vraiment. Ok, merci. Bon, on a un peu fait le tour maintenant de ton histoire avec l'anxiété. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour mieux comprendre l'impact plus global qu'a pu avoir cette anxiété sur ta vie. Au-delà des symptômes spécifiques, quel a été selon toi l'impact de ton anxiété sur ta vie personnelle déjà? Bah, tu veux que je te dise, en fait, comme je viens de l'évoquer, finalement, il y a plus d'impact positif que négatif. Tout ce qui a été, qui m'a ralenti dans la vie pour mes projets, par exemple, ou certaines choses, sont plus liées à mes traits de caractère que à mon anxiété. Et mon anxiété, finalement, elle ne m'a apporté que du positif. Et je m'en rends compte, tu vois, en te parlant, c'est que, alors peut-être si un estomac plus sensible, ça oui, c'est la conséquence de toutes ces années d'anxiété, c'est que j'ai quand même l'estomac, j'ai l'estomac fragile. Mais honnêtement, non, elle m'a apporté que du positif parce que c'est grâce à elle que je me connais comme je me connais aujourd'hui et que j'ai entrepris les projets que j'entreprends et que je suis peut-être plus sensible et à l'écoute de l'autre. Et je vois que du positif en fait dans ce qu'elle m'a fait vivre. Finalement, en fait, même si ça a été difficile, tu sais, j'ai eu des phases anxieuses où je me suis dit tu t'en sortiras jamais, en fait ça sera là toute ta vie. Ben oui, j'ai compris que ça serait là toute ma vie par intermittence et que c'est comme ça et que j'arrivais de mieux en mieux à vivre avec elle, mais qu'en fait elle m'a rendue tellement plus forte. C'est grâce à elle que je suis plus forte et que je pense que j'ai pu traverser les épreuves que j'ai traversées. Tu vois, je suis pas une personne qui a des regrets, qui regrette ce qu'elle a fait, qui ferait des choses différemment. Je pense qu'elle y est pour beaucoup là-dessus. Elle m'aide à faire preuve de résilience et à moins avoir peur parce que finalement, je me dis, bah, tu t'es tellement, t'as tellement vécu de moments difficiles auxquels t'as survécu que finalement, bah, on ne survit, à part à la mort et bien sûr la maladie qui est quand même une de mes peurs ultimes, bah, tu survis à tout. Et c'est ça qu'elle m'a appris. Donc du positif essentiellement. Et sur ta vie professionnelle, là, tu as la même analyse que du positif ou quel a été l'impact? Alors un peu moins parce que l'impact quand je suis devenue indépendante, c'est que j'ai travaillé. Donc je travaille chez moi. Je suis quand même dans une ville où j'ai fait beaucoup de rencontres. Mais voilà, on est à des âges où bah, les personnes sont moins disponibles que quand on est plus jeune, donc c'est pas évident forcément de voir, de se retrouver avec des connaissances récentes parce que tout le monde court dans la vie et c'est pas évident. Et associé au fait que tu travailles seul chez toi, ben, je me suis rendu compte que ça me pesait énormément et que j'avais besoin de ces échanges pardon, avec les autres pour me sentir épanouie. Et donc ça a quand même pesé un peu, ça a fait ressurgir de l'anxiété chez moi et surtout aussi, je me suis rendu compte que ben, le fait d'être chez moi H24, alors maintenant j'ai mis des choses en place, je vais travailler dans des cafés et tout ça, mais c'est que je suis tout le temps dans ma zone de confort. Donc moi qui ai un problème avec le changement, les changements très importants, en fait ça m'aide pas à sortir de ma zone de confort que d'être tout le temps chez moi dans mon petit cocon. Et ça c'est un petit peu ennuyeux parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et je sais pas trop aujourd'hui comment le travailler, étant donné ben, que c'est mon quotidien et que je travaille chez moi parce que c'est aussi financièrement je peux pas faire trop autrement. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose dont j'ai conscience, qui est déjà pas mal. Et j'essaie de, tu vois, dès que je peux, je participe à des événements où ben, ça va être une source d'anxiété, mais j'essaie de me dire non, non, ne refuse pas parce que ça va te générer de l'anxiété. J'essaie de me challenger, tu vois, pour sortir de ma zone de confort. Mais du coup, tu vois, ce sont des choses qui m'angoissaient plus trop de partir seule et avec des gens que je connais pas et tout ça, et ça l'est redevenu depuis que je suis indépendante. En fait, tu fais un petit peu ta propre thérapie d'exposition. C'est-à-dire que et là, tu peux moins le faire qu'avant, justement. C'est-à-dire que avant, tu sortais beaucoup de ta zone de confort et donc ça devenait de plus en plus facile. Et maintenant, un peu moins, et donc ça devient plus difficile. Ouais. Oui, exactement. Mais en fait, il y a que comme ça que tu guéris et des phobies
et de ces petites conséquences de l'anxiété, ouais. Ça aussi, je l'ai bien appris. C'est sûrement pas en faisant l'autruche que ça va mieux. Clairement, ça ne marche pas et finalement, c'est comme ça pour beaucoup de choses dans la vie. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant qu'on a fait donc l'impact de l'anxiété sur ta vie, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours de soins, tout ce que tu as mis en place pour aller mieux et trouver l'équilibre que tu as aujourd'hui. Donc tu mentionnes déjà que tu as eu un psychiatre. Je ne sais pas si tu as fait une thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'ai vu un psychiatre donc après le décès de ma maman parce que c'était quand même une mort violente du coup et que on me l'a conseillé tout simplement. C'est à moi de mon initiative qui me suis dit je vais aller voir un psy. J'étais quand même assez jeune, j'avais 19 ans. Bon, c'est pas j'avais pas cette maturité-là, je pense, hein. Mais par contre, j'ai jamais été fermée puisque ma mère ayant fait des dépressions, on a toujours parlé de ces sujets-là sans aucun tabou chez moi. Et je l'ai vu dans des états vraiment très difficiles et tristes. Donc voilà, ce travail m'a paru indispensable. Donc j'ai vu un psychiatre, c'est un travail qui est totalement différent d'un psychologue, mais pour moi complémentaire. Tout dépend de ton parcours de vie et ce qui s'est passé. Et il m'a beaucoup aidé à connaître déjà, ben, je te dis, le fonctionnement de l'anxiété, à comprendre d'où venaient certaines choses. Moi, je n'ai jamais voulu à ma mère de s'être suicidée. J'ai toujours su que c'était un acte qui est la conséquence d'une souffrance extrême et justement, c'est le contraire. J'ai eu du mal à accepter qu'elle soit décédée dans une souffrance psychologique aussi importante, de pas avoir pu l'aider et tu vois. Donc c'est là-dessus aussi qu'on a bossé. Et voilà, donc ça m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé à surmonter mon deuil. Donc c'est un travail que je dirais un peu plus en profondeur. Maintenant, c'est particulier la thérapie, enfin la psychanalyse, pardon. Et il faut vraiment trouver le bon psychiatre. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Je ne sais plus comment, qui m'a recommandé d'aller voir ce psychiatre en particulier, mais vraiment formidable. Et pareil, le traitement, tu vois, a été adapté, ni trop fort, ni pas assez. Il a vite compris mon fonctionnement, donc il m'a jamais brusqué. Vraiment, ça a été d'une aide incroyable, vraiment. Et après, c'est lui qui m'a envoyé vers une psychologue justement pour ma séparation d'avec mon ex-mari parce que j'avais besoin d'une autre approche. Et là, j'ai été épatée pareil, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur deux praticiens extraordinaires, autant le psychiatre que la psychologue. Et en fait, la psychologue, c'est un travail qui est totalement différent, je dirais beaucoup plus concret, avec vraiment des exercices, des schémas, où moi je suis extrêmement réceptive à ça. Enfin, vraiment, ça me fait à chaque fois des déclics. J'ai même souvent pas besoin de faire mes exercices à l'écrit, ils se font dans ma tête, tu vois, où vraiment je mets en place certaines choses. Vraiment, je suis j'arrive à vraiment rapidement comprendre ce qu'elle souhaite me faire travailler. Et ben, pareil, à chaque fois que je la vois, tu vois, je la vois pas pendant 6 mois, hein, je la vois. Alors là, je veux qu'elle me suive tout au long de ma grossesse parce que pour moi c'est important. Mais je la voyais que par phase et à chaque fois c'était d'une efficacité. Mais vraiment, ouais, pour moi c'est deux praticiens complémentaires et à voir en fonction des besoins. Je crois pas que le psychologue remplace le psychiatre et inversement. Quand tu parles d'exercice que tu faisais avec ta psychologue, c'était tu sais quel type de thérapie elle faisait avec toi? Oui, c'est une TCC, donc comportementale cognitive. Faut s'intéresser à pourquoi tu réagis comme ça. Moi, ça me fascine le cerveau et comment ça fonctionne. Et moi, comprendre, ça me génère des déclics et j'agis, quoi. Sur donc, ton parcours de soins, il y a aussi eu les médicaments. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tu avais peur de les prendre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus par rapport à ça? Oui, alors déjà quand j'ai pris, je me souviens, bon, l'antidépresseur, c'était vraiment une peur énorme. Alors les anxiolytiques, bien sûr, j'avais peur, mais pour moi, l'antidépresseur, c'était vraiment quelque chose de. J'ai pas le mot, j'arrive pas à le trouver, tu vois, mais où je me suis dit que j'étais dépressive, quoi. Que si je prenais ça, j'étais vraiment, si j'ai fait un transfert, j'étais comme ma mère était une femme formidable. Quand je dis j'étais comme ma mère, c'est pas une critique, c'est juste j'avais la pathologie de ma mère
et j'allais vivre sa vie en fait. Hein. J'ai fait un transfert sur lequel j'ai dû travailler et qui à mon avis est pas tout à fait terminé, mais voilà. Et pour moi, c'était je vais vivre exactement la même vie et la même chose. Et du coup, quand j'ai dû donc associer les antidépresseurs à l'anxiolytique, j'ai paniqué au début. À la première prise, j'ai paniqué parce que j'ai eu les petits effets secondaires en plus qu'on a quelques jours après avoir commencé la prise d'antidépresseurs, donc des vertiges et des nausées. Donc les nausées, je te laisse imaginer, ça fait un cercle vicieux parce que c'est ma phobie. Donc j'étais anxieuse d'avoir des nausées. Enfin bon, bref, c'est tu sais le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, voilà, comme d'habitude, j'ai surmonté ça et ça a commencé à agir petit à petit. Alors ça a mis son temps, hein. Je crois que ça a mis 3 semaines pour que je commence à vraiment avoir à nouveau un regain. Et c'était très subtil comme je l'ai évoqué. Et là, en fait, je me suis dit, ok, j'ai été super bien conseillée et il m'a donné le bon traitement, le bon dosage et j'en ai besoin en fait. Et j'ai rapidement compris que c'était, je te dis, la béquille qui m'a permis après de faire tout ce travail sur soi, de découvrir tous les outils qui étaient à ma portée pour me sentir bien. Et voilà, j'ai pu entamer un vrai travail autant avec le psychiatre que personnellement, voilà, toute seule quoi. Mais j'ai compris que voilà, que si tu as le bon traitement, que ça t'est prescrit par un psychiatre qui t'accompagne, en fait, ça peut être, enfin, ça sauve des vies, hein, clairement. Donc, il faut pas être genre pro nature, lever le poing, dire moi jamais je. Si tu vois que t'arrives pas à refaire surface, faut pas attendre d'avoir des envies suicidaires ou tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça sauve des vies quand même. Et je suis la preuve qu'on peut ne pas en prendre pendant 10 ans d'affilée, quoi, tu vois. Oui, effectivement, on en prend, comme tu l'as très bien dit, comme une béquille pour un temps, le temps de faire le travail qui permet de ne plus le prendre. C'est ça, exactement, parce que c'est tout l'objectif. On a évoqué la thérapie, les médicaments. Maintenant, j'aimerais aussi comprendre quel a été le rôle de tes proches, de tes amis dans ton rétablissement. Est-ce que déjà tes proches avaient remarqué lorsque tu n'allais pas, parce que tu dis que ça se voyait pas forcément au quotidien. Est-ce qu'ils l'avaient remarqué ou est-ce que tu en avais parlé? Et si c'est le cas, comment avaient-ils réagi? Les amies que j'avais, elles comprenaient, mais voilà, elles me soutenaient en étant là et c'était très bien. Et mon compagnon, par contre, de l'époque, lui comprenait pas et ça l'énervait, donc c'était pas, ça l'énervait, je pense, de se sentir impuissant. C'est pas moi qui l'énervais directement, mais par moments, voilà, ça l'agaçait, il comprenait pas pourquoi ça allait pas mieux et pourquoi ça durait et du coup, ça serait que ça m'aidait pas des masses, mais il était là et c'était déjà beaucoup pour moi à ce moment-là. Mm. Si des proches de personnes concernées par un trouble anxieux nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs proches? En tout cas, pas en leur disant des phrases un peu bateau du style arrête de penser ou mais pourtant tout va bien dans ta vie parce que c'est totalement indépendant, hein, sinon ça serait formidable, ça ne marche pas comme ça. Leur recommander vraiment de se faire accompagner, d'en parler à des gens qui ont peut-être traversé la même chose et de se faire aider absolument parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit fermés aux psychologues, aux psychiatres, soit qui c'est peut-être un manque, je sais pas, c'est pas un manque de courage, mais parce que c'est difficile, et faut du courage pour aller voir un psychologue et remuer vulgairement la merde, hein, parce que c'est un peu ça, hein, c'est jamais confortable au départ, mais dépasser ça parce que c'est pas, selon moi, c'est indispensable. Si vraiment, moi, c'est des années à comprendre comment je fonctionnais, à travailler sur moi, à travailler avec une psychologue, qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus autonome dans la gestion de mon anxiété. Mais quelqu'un qui n'a pas fait tout ce travail-là, il faut qu'il commence en se faisant aider. Pour moi, c'est indispensable, absolument. Et après, le soutenir en ne le brusquant pas, en n'étant pas agressif ni agacé, parce qu'en fait, on culpabilise déjà énormément. Et quand on voit que la personne en face est agacée et que notre présence le dérange, on souffre encore plus. Donc, essayer de pas presque faire comme tout allait bien, mais en tout cas, ouais, pas trop changer son comportement, en fait. Je pense que ça aide quand même pas mal que la personne en face soit, elle, bien ancrée dans la réalité. Tu vois, moi, je sais que ce qui marche, c'est
quand il y a un ton d'humour ou voilà, voilà, aider à dédramatiser, pardon. J'ai été très longue pour dire quelque chose qui était très simple, mais voilà, aider à dédramatiser l'autre. Alors pas tu vois, c'est là où il y a la subtilité, c'est pas en lui faisant penser que ce qu'il vit n'est pas grave, mais qu'en tout cas, il y a des solutions et qu'avec l'humour, tu peux lui permettre de redescendre un peu le niveau d'anxiété. Ok, très clair. Et au-delà de la thérapie, des médicaments, des proches, qu'est-ce que tu as mis d'autre en place qui t'ont permis d'aller mieux? Tu as mentionné le yoga. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que tu peux nous en dire plus ça? Sport, activité, association, ressources spécifiques, tout ce qui a pu t'aider de moins conventionnel? Alors j'avais testé la sophrologie à l'époque, ça m'a bien aidé. Ça a été le premier pas. Je crois que j'en avais fait quelques séances avant de faire le yoga et après le yoga vraiment m'a été d'une aide énorme parce que ça m'a aidé à me reconnecter à mon corps, à vraiment clarifier mes pensées et à avoir une vision différente de la vie. J'ai changé mon alimentation. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc je te disais aller marcher seule, ça m'aide énormément. Se faire des bains de nature aussi souvent que possible, c'est indispensable. La nature, c'est un médicament et on est trop déconnecté à elle. Et les exercices de respiration également. Mais voilà, ça a été tout un cercle vertueux de petites pratiques qui m'ont permis de me sentir bien et de mieux me connaître. En fait, c'est bien de se faire accompagner, mais tous ces outils-là, ils sont nécessaires parce que il y a des outils parce qu'ils sont gratuits, parce qu'ils sont accessibles n'importe quand. Alors, peut-être pas aller dans la nature, on peut pas y aller en un claquement de doigts, tu vois, mais la respiration, c'est accessible n'importe quand. Le yoga, c'est pareil, si on en a un peu fait en studio, on peut en faire chez soi après. Aller marcher, c'est pareil, c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais je dirais, voilà, l'outil numéro un, c'est la respiration, et ça, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ton témoignage, c'est que parce que souvent, les gens qui sont très anxieux, disent, oh là là, arrêtez de me dire de faire du yoga, je vais pas aller mieux pour ça. Mais toi, justement, c'est que tu dis, je serais pas allé mieux si j'avais pas vu de professionnel, si au pire du pire, j'avais pas pris de médicaments. Mais à l'inverse, pour maintenir mon équilibre, c'est indispensable d'avoir ces à côté gratuits, accessibles, la respiration, la nature, le yoga. Ah oui. Ouais, enfin, pour moi, c'est pas possible de maintenir son équilibre sans faire sans trouver ses propres pratiques bien-être, qu'elles passent par le yoga ou non, tu vois. Si, je veux dire, si tu fais tout ça, que tu changes pas ton mode de vie, ça pourra pas aller mieux. Si tu marches jamais, que tu fais jamais de sport, que tu manges très très mal et que enfin voilà, que tu ne fais pas ce qui permet au corps de se sentir bien, ta tête n'ira pas bien non plus, quoi. C'est indispensable. Et je sais que je l'ai pas évoqué, mais ce qui m'aide aussi, parce que j'ai du mal moi à vraiment extérioriser, c'est quelque chose qui est très difficile. L'écriture m'aide pas mal. Alors j'écris pas tous les jours, mais j'écris dès que j'en ressens le besoin et je vois que je m'arrête plus. Donc il faudrait vraiment que je me booste un peu pour écrire plus souvent. Et avant le podcast, tu me disais aussi que tu avais organisé un petit groupe d'entraide informel sur l'anxiété via Telegram Oui, avec certaines de tes abonnées Insta. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ce soutien entre pairs concernés par l'anxiété t'a apporté? Déjà de me sentir utile et donner en fait un outil à des personnes, enfin pour que des personnes qui ressentent la même chose puissent se réunir et parler librement et sans jugement. Ça, c'est important pour moi parce que, comme je te disais, à cette époque-là, quand je savais pas encore trop ce que c'était, j'étais à la recherche de personnes qui avaient déjà ressenti ça. Et là, au moins, ces personnes-là, elles peuvent se soutenir et se comprendre. Elles se disent, ah ouais, si elle aussi, elle a eu ces pensées-là, je suis pas folle parce qu'en fait, elle est comme moi et finalement, voilà, ne serait-ce que se sentir compris, c'est hyper important. Et résultat, tu vois, alors, on n'est pas 150 et c'était pas le but, mais elles se soutiennent régulièrement. Elles n'hésitent pas à écrire quand ça ne va pas. Et ça, je me dis que c'est merveilleux, vraiment.
Merci beaucoup Claire, merci pour ton témoignage. On va doucement clôturer le podcast avec 2 dernières questions que j'aime bien poser à mes invités. D'abord, pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner aujourd'hui? Et pourquoi tu parles publiquement de la santé mentale, donc dans ce podcast et aussi sur tes réseaux sociaux? Le bien-être a beau avoir un essor aujourd'hui, avoir le vent en poupe, je trouve que l'anxiété, la vraie anxiété, l'anxiété du terrain, elle est peu exprimée. Vraiment, ces pensées-là, ces souffrances-là, parce qu'on a honte déjà. On a honte d'avoir les pensées qu'on a et peu de personnes expriment à leur entourage réellement les pensées qu'elles ont parce qu'elles se disent qu'on va les prendre pour des fous. Mais voilà, je veux lever un peu le tabou là-dessus, que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls face à leur anxiété. Et aussi, peut-être que c'est une part pour moi de contribuer à... J'ai pas pu aider ma mère, en fait, et je pense que c'est une petite... c'est ma contribution à ça. Je sais que j'avais déjà cette envie-là à l'époque parce que voir la dépression de près, c'est très, très, très difficile. Vraiment. Et je me souviens que tu vois, ce que je t'ai conseillé pour l'entourage quand il est avec une personne qui est anxieuse ou dépressive, je l'ai moi-même vécu. C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, quand ma mère a fait sa première dépression, enfin, en tout cas à ma connaissance, j'étais assez jeune, tu vois, je devais avoir 17 ans, et je me souviens qu'en fait, elle était comme vide. Elle ressemblait un peu à un fantôme, et sa présence me gênait, en fait, parce que je savais pas comment réagir. Et je fuyais un peu, je la fuyais. Et ça, j'ai beaucoup culpabilisé là-dessus. Et voilà, c'est une manière pour moi d'aujourd'hui prendre un peu, pas la revanche, mais contribuer à ce que les autres aillent mieux. C'est hyper important pour moi. T'étais très jeune, hein, tu pas pu aider ta maman, mais t'étais à un âge où Non, ouais, c'est difficile d'aider les autres quand on est en pleine adolescence déjà. c'est ça. Et qu'en plus, encore une fois, on ne comprend pas, c'est une maladie qui est difficile à comprendre quand on l'a pas connue au préalable, quoi. Oui. Et c'est pour ça que vraiment, moi, quand je lutte contre ça, quand il y a des personnes qui pensent que le suicide est un acte qui est hyper égoïste, c'est quelque chose que je peux pas entendre. Parce que c'est des personnes qui savent pas ce que c'est. Clairement, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Quand on arrive à un acte aussi extrême, c'est qu'on est dans une souffrance où on se dit que c'est la seule solution. Et en arriver là, c'est terrible. Je veux lutter contre ça, ces idées-là en tout cas. Oui, effectivement, j'ai un épisode du podcast, je sais pas s'il sera encore sorti quand le tien sortira, mais sur la dépression et la personne que j'ai interviewée disait exactement ça. Finalement, c'est la fin des souffrances et quelqu'un qui n'a pas connu ces souffrances ne peut pas comprendre ça. Ah non, mais c'est certain. C'est le cas pour tous les troubles mentaux, je pense. Et pour finir, clôturer ton témoignage, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souffrent d'anxiété? Un conseil. Je vais passer le fait que j'ai conseillé d'aller voir, de se faire accompagner, tout ça. Si je dois donner juste un conseil qui, pour moi, a quand même changé les choses, c'est accepter que l'anxiété fera toujours partie de notre vie. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été difficile pour moi et je l'ai compris. En fait, il faut surtout pas lutter contre son anxiété. Et tout le travail est là, en fait, c'est de l'accepter pour mieux vivre avec elle et mieux la gérer. Vraiment. Plus on lutte, plus elle augmente. Elle est, euh, elle est douée pour ça. Donc il faut accepter qu'elle fasse partie de notre vie et qu'elle se présente, qu'elle fasse un petit coucou des fois. Et même si on n'a pas trop envie de la voir, eh ben, on accepte qu'elle est là et puis on vit un petit bout de chemin avec elle et puis après elle repartira faire sa route. Merci beaucoup Claire pour ton témoignage. J'espère qu'il pourra aider d'autres personnes concernées par l'anxiété et les troubles anxieux. Merci à toi, Canel, et bon, j'espère ne pas avoir été trop brouillonne, mais en tout cas, je suis heureuse d'avoir pu aborder ces sujets-là avec toi. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Ouvrir la boîte. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout, partagez-le autour de vous. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.